Le recours en invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé introduit le 21 janvier dernier par Jean-Pierre Fabre est rejeté par la Cour constitutionnelle togolaise. Le candidat d'opposition de l'Alliance nationale pour le changement contestait la procédure ayant conduit à l'adoption de l'article 158 de la Constitution dont les dispositions effacent tous les mandats déjà effectués et visés aux articles 52 et 59 de la Constitution. En premier lieu, l'institution indique que la démarche de Jean-Pierre Fabre est dirigée contre une décision insusceptible de recours, d'autre part contre une loi constitutionnelle selon l'article 106 de la Constitution togolaise. Oui, vous savez, je pense que dans cette affaire, bon, d'un côté, il faut saluer. Moi, j'aime toujours que les gens essayent nos institutions, qu'on les mette à l'épreuve de leurs responsabilités pour voir un peu les analyses. Mais je n'étais pas aussi surpris de la réponse ni du contenu que la Cour constitutionnelle a avancé. Parce que déjà, vous savez, même s'il y a eu une erreur dans la procédure au niveau de l'Assemblée nationale, le fait que cette révision au niveau de l'Assemblée nationale ait été promulguée, déjà, ça veut dire que la Cour avait validé sa conformité à la Constitution. Et maintenant, si la Cour devait maintenant repenser cette disposition, c'est au cas où il y avait une erreur matérielle, elle pouvait s'auto-saisir elle-même pour la corriger. Mais en l'espèce, il n'y a pas d'erreur matérielle par rapport à tout ce qui avait été fait comme proposition de réforme, mais il y avait une erreur procédurale qui était celle étiquetée qu'on a envoyé deux articles, après on est sorti avec beaucoup plus. Je pense que ça, c'est une erreur matérielle et il n'y avait pas de souci. Mais déjà, du moment où cette décision avait été avancée, il était difficile de dire aujourd'hui à cette même Cour de l'attaquer, alors qu'il revenait à la Cour de s'auto-saisir elle-même si elle pensait que c'était pertinent. Je vais donner l'exemple de la jurisprudence Djogbenou au Bénin. Quand Joseph Djogbenou est venu, il a, à la suite d'un recours fait par un citoyen normal, il a saisi cette occasion lui-même pour faire une extension du recours et casser une décision que la Cour constitutionnelle précédente avait validée. Donc, il y a des procédures et en réalité, c'est le juge constitutionnel lui-même qui a cette possibilité. Vous prenez le cas ivoirien. La Cour constitutionnelle ivoirienne avait déclaré Laurent Gbagbo comme vainqueur des élections. Alors, après, on était obligé d'aller recourir au même Paul Yao-Ndré pour casser cette décision. Et pour pouvoir casser la décision, qu'est-ce que Paul Yao-Ndré fait? Paul Yao-Ndré rappelle le principe de la supériorité des normes internationales sur les normes nationales. Et donc, il a pris l'exemple de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la résolution de l'Union africaine pour dire, parce que l'un des principes, c'est que quand vous prenez des normes internationales pour mettre dans votre ordonnancement juridique national, vous devez faire de sorte à ce que votre ordonnancement juridique soit conforme aux règles internationales que vous amenez. Et donc, il a mis son argumentaire sur cette base pour revenir et dire justement que sur la base de toutes ces décisions et de ces résolutions qui ne sont pas conformes à la décision nationale, mais puisqu'on les intègre dans l'ordre national, il ne pouvait que déclarer Alassane Ouattara vainqueur, puisque les Nations Unies avaient le mandat de certification, ce qui était déjà quelque chose qui avait été oublié à la base dans la première décision. Donc, il y a eu une erreur, la Cour elle-même l'a corrigée. Vous savez, tout ça, ce sont des artifices juridiques, mais à mon avis, Jean-Pierre Fabre lui-même ne s'attendait pas à une autre réponse de la part de cette Cour que celle qu'il a reçue. Et si vous le permettez, sur la question de la Cour, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme. Juridiquement, j'ai entendu les gens parler de le quorum, parce qu'on a 7 aujourd'hui et qu'on était censé avoir 9. On dit, en principe, on parle de quorum quand les 9 sont déjà là et que 2 sont absents. On peut dire que les 7 peuvent travailler valablement ou même 4 peuvent travailler valablement. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on s'est empressé, peut-être à la suite des pressions autres. On n'a pas eu notre Sénat. On a sauté rapidement notre disposition d'avant qui permettait à l'Assemblée nationale de faire le sale boulot. On l'a sauté et aujourd'hui, on se retrouve avec une Cour qui, en réalité, elle-même reste problématique parce que n'étant pas encore complète et composée. Maintenant, l'autre élément dans le recours de Jean-Pierre Fabre qu'on peut
comprendre autrement, c'est que quelle est la dynamique qui a prévalu lors de ces réformes? La dynamique qui a prévalu lors de ces réformes, c'est le changement, c'est de donner l'opportunité à de nouvelles personnes d'intégrer cette Cour constitutionnelle, tout comme toutes les autres institutions de la République où on est arrivé à la limitation de mandat. L'objectif, c'était de changer. Et quand on est guidé par cet esprit, peut-être que le bon sens aurait recommandé de ne pas faire revenir les juges Assouma et autres qui ont fait suffisamment de temps. Parce que même si les gens ne l'ont pas dit ouvertement, quand depuis on demandait de réformer la Cour constitutionnelle, en français facile, c'est qu'on demandait que les Assouma et autres puissent partir. En gros, il y a eu des réformes sur la forme. Oui, il y a eu des réformes sur la forme. En fait, non, c'est juste que l'esprit des réformes qui visait à faire venir de nouvelles personnes, de nouvelles générations, n'ont pas été faites. Les revendications étaient politiques, elles n'étaient pas évidemment claires, mais chacun les a compris en réalité. Mais nous sommes là face à cette situation et la Cour continue de faire son petit chemin. Donc, on l'accepte, mais juridiquement, je reste d'avis que cette Cour, il fallait qu'elle soit composée de 9 d'abord avant d'exister. Mais bon, les juges eux-mêmes pensent que, étant à 7, ils sont conformes à la Constitution. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, à moins que vous voulez intervenir par rapport à des propos de... non, bon, et par rapport à l'action que Jean-Pierre Fabre est en train de mener à la justice contre la candidature de Faure et puis la récusation de 2 juges de la Cour constitutionnelle. Comme il a dit, c'est bien d'avoir essayé, parce que par le passé, nous avons vu les actions que Fabre avait menées lorsqu'il avait des revendications d'autres politiques comme ça. Peut-être c'est les marches et autres. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous disons que les institutions que nous avons ne répondent pas réellement à nos attentes. Mais il faut quand même les essayer, les mettre à l'épreuve pour voir comment est-ce qu'elles peuvent réagir. Et je crois qu'avec cette même cour, ou bien l'autre cour, Jean-Pierre Fabre avait eu gain de cause entre-temps lorsqu'il avait saisi par rapport à un sujet dont je ne me rappelle pas, la cour lui avait donné raison. Mais je pense que sur le plan juridique, Fabre, il est citoyen togolais. Aujourd'hui, il est candidat à la présidentielle. Il est en droit de pouvoir saisir la Cour et la Cour a dit le droit. Nous, au niveau du Parti du Peuple Intégrité, nous sommes légalistes. On se plaît toujours à ce que les institutions de la République ont dit comme décision, comme droit. Alors, il compte utiliser, sinon introduire des recours au sein des institutions, des juridictions internationales. Vous pensez qu'il pourrait... Non, c'est son droit, c'est son droit. Fabre a le droit, à partir du moment où rien ne l'interdit, rien ne l'empêche de pouvoir saisir les juridictions internationales. Nous pensons que si le droit lui permet, bon, il est libre de le faire. Je pense, bon, moi je ne vais pas dire que, je ne vais pas me prononcer parce que c'est à ces juridictions d'analyser la requête pour voir si elle est recevable ou est-ce que ça va aboutir ou pas. Mais ce que nous disons, il ne reste que 3 semaines. S'il faut attaquer la candidature de Faure Gnassingbé, nous-mêmes nous connaissons la lenteur avec laquelle les juridictions internationales se prononcent sur des dossiers. Même si c'est un dossier en urgence, inscrit en urgence, je ne pense pas qu'en 3 semaines, une juridiction supranationale puisse se positionner franchement sur ce sujet. Puisque nous allons en venir, si ce n'est pas un peu trop tard pour pouvoir faire introduire ces requêtes, vous pensez qu'il pourrait faire appel à quelle institution, par exemple la CEDEAO, les Nations Unies Oui, bon, je crois que dans Fabre n'a pas été clair. Il y a plusieurs institutions que Fabre peut saisir. Oui. Nous avons celle de la CEDEAO, nous avons celle de l'Union africaine, et Fabre peut s'adresser à n'importe quelle... Mais il n'a pas été clair. Il n'a pas été clair, mais nous pensons qu'au niveau de l'Union africaine, ce serait mieux, parce que nous connaissons comment fonctionne celle de la CEDEAO. Et par le passé, nous avons des expériences. Mais c'est le temps peut-être qui peut jouer contre lui. 3 semaines, je ne pense pas que Fabre puisse s'attendre quelque chose de grand par rapport à ces actions qu'il est en train d'intenter contre la candidature de Faure. Vous pensez qu'il pourrait faire appel
Quelle cour, par exemple? Non, je pense que ce qui serait préférable, c'est de s'adresser à la Cour africaine des droits de l'homme. Mais le plus rapide d'accès, je pense que c'est la Cour de justice de la CEDEAO, qui est plus facile à faire. Mais l'élément important et sur lequel moi j'ai souri, c'est que quand Fabre a saisi la Cour constitutionnelle, il a annoncé, il a communiqué. Oui. Mais quand cette intention de saisir les juridictions internationales a été faite par Isabelle Ameganvi, oui, et non par Jean-Pierre Fabre, ça veut dire qu'en réalité, le jeu, il est politique. Pour moi, depuis le début, ce recours, c'était une façon pour Jean-Pierre Fabre de faire comprendre à l'électorat et au peuple togolais que cette Cour constitutionnelle ne dira rien qui va à l'encontre de Faure Gnassingbé. Donc, préparez-vous pour que même notre victoire, cette Cour la dira en faveur de Faure Gnassingbé. Donc, il est plutôt dans un travail psychologique qui est en train d'être fait. Mais pour garder la forme et autres, on nous montre qu'on est dans le juridisme. Sinon, c'est purement une approche politique. Mais quand vous voyez d'ailleurs, la Cour l'a débouté en lui disant non. D'abord qu'il conteste une décision qui a déjà été rendu par la Cour, mais aussi, ce n'est pas parce qu'il a le droit de saisir la Cour qu'il peut la saisir sur n'importe quelle question. Il doit la saisir sur des questions ayant trait uniquement à l'élection. Ça pose un débat parce que nous l'avons recommandé à plusieurs reprises dans plusieurs cadres, c'est que au Bénin, la Cour constitutionnelle peut être saisie par un citoyen sur plusieurs questions, n'importe quelle question des droits humains. Au Togo, nous sommes toujours restés dans cette approche qui fait de la Cour constitutionnelle... Une cour des élections? Non, disons même une cour de luxe. Oui, c'est comme si vous avez des magistrats qui ne travaillent pas, qui sont grassement payés et qui sont là juste quand il y a élection, tout le monde fait le travail, on vient, il pose le cachet et puis ça passe. Non. En fait, la Cour constitutionnelle, il faut lui donner plus que ça. Il faut aussi ouvrir la possibilité de saisine à la Cour constitutionnelle pour ne pas la limiter juste à des situations spécifiques. Je suis d'accord, peut-être qu'on dira que si on l'ouvre à tous les citoyens, la Cour sera débordée et ne pourra pas être efficace. Ce que je relativise parce que le Bénin l'a expérimenté depuis près de 20 ans. Sa Cour constitutionnelle fonctionne de façon efficace malgré la saisine par les populations. Mais ici, normalement, cette saisine pouvait être ouverte à des ONG, à des partis politiques et autres pour quand même permettre à la Cour de rendre le droit et de le rendre plus vivable. C'est aussi quelque chose de très important qui a manqué lors de la dernière révision parce qu'on s'est juste limité à écouter les cris des politiques au lieu de penser cette réforme dans une sorte de consolidation et de construction de la chose démocratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons face à nous? Nous voyons juste des acteurs politiques en train de se positionner et en train d'alerter l'opinion sur ce à quoi elle doit s'attendre. Et parallèlement aussi, ça veut dire, OK, c'est ce qui va arriver, préparons-nous pour savoir comment est-ce que... Parce que quand la Cour vous dit officiellement, toutes mes décisions ne sont pas susceptibles de recours, ça veut dire que même si par erreur la Cour venait déclarer X gagnant, même si vous faites un recours, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir parce que ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Alors qu'au même moment, on sait que la Cour constitutionnelle est celle qui a le dernier mot dans le jeu électoral. Donc, en fait, je pense que c'est plus une question psychologique et de préparation mentale des uns et des autres, à savoir que tout va se jouer sur la pression qui pourra être exercée sur la Cour constitutionnelle en réalité. Mais c'est assez difficile dans ce contexte où nous sommes. Quand on sait qu'on est qu'à quelques semaines du premier tour, le premier tour étant fixé au 22 février au Togo, et Jean-Pierre Fabre, l'ex-chef de file de l'opposition, il est que le seul de l'opposition à faire le recours, mais il n'est pas seul aujourd'hui en course pour cette présidentielle face au président sortant, Faure Gnassingbé, et on sent quand même au sein de cette opposition une certaine rivalité, c'est vrai, qui devrait exister normalement, mais une opposition qui n'est pas unie face à Faure Gnassingbé, le candidat sortant
Et on se rend compte quand même que l'opposition va en rang dispersé à ces élections de février. Oui, bon, c'est le problème de l'opposition togolaise, c'est vraiment un panier à crabes. Et aujourd'hui, face à Faure Gnassingbé, déjà, l'opposition a affiché une faiblesse en allant en rang dispersé. Mais d'abord, nous étions déjà des partisans de l'unicité d'action. Il faut mutualiser les moyens, même si on ne va pas avoir un candidat unique. Il faudrait que l'opposition puisse utiliser les moyens et mutualiser les moyens, parce que lorsque vous prenez les partis politiques de l'opposition individuellement, je ne vois aucun parti politique, y compris le mien, avoir les moyens suffisants de pouvoir positionner les délégués de vote dans tous les bureaux de vote du Togo pour pouvoir avoir les procès-verbaux au lendemain, bien au soir du 22 février. C'est dans ce sens que nous avons émis l'idée que la seule stratégie peut-être qui puisse aider l'opposition, c'est de mutualiser les moyens. Il y a des partis politiques qui sont plus implantés de l'opposition, qui sont plus implantés vers le nord. Il y a d'autres qui sont implantés vers le centre, certains vers le sud. Mais pourquoi ne pas s'entendre dans une unicité d'action comme ça pour mutualiser les moyens et en vue de pouvoir couvrir quand même les bureaux de vote et le soir avoir un résultat clair de ce qui s'est passé. On a préféré peut-être mettre devant nos égos, et chacun s'est terré chez lui, on crée des alliances contre nature. Aujourd'hui, le lendemain, on se disloque pour d'autres alliances. Et ce que nous voyons, nous, en tant que parti politique de l'opposition, ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne sommes pas candidats parce que, d'abord, nous ne sommes pas suffisamment préparés. Nous sommes en train de faire un travail d'implantation sur le terrain. Et de deux, les partis politiques au Togo, surtout les partis politiques de l'opposition, au lieu de porter un projet clair, un projet de société qui mette au centre le citoyen, la plupart des partis politiques de l'opposition, le seul projet qu'on voit, c'est l'alternance au pouvoir. Et nous, au niveau du parti du peuple et de l'intégrité, nous demandons, après l'alternance, qu'est-ce que le peuple aura? C'est vrai que nous, on peut avoir le soutien du peuple. Le peuple va se débattre pour nous. Le peuple togolais a sacrifié. Mais si demain, on arrive à l'alternance, qu'est-ce que nous proposons comme alternative pour le peuple togolais? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les partis politiques de l'opposition doivent faire un effort de pouvoir présenter un programme tangible au peuple et mutualiser les actions pour que demain, au soir du 22 février, on puisse avoir un résultat acceptable. Avec les divisions qui se créent déjà en notre sein, nous avons des inquiétudes. On n'est pas sûr d'avoir un autre résultat le 22 février que celui du chef de l'État sortant être porté encore à la tête du pays. Alors, pensez, une réalité. Vous que l'opposition a encore le temps de pouvoir trouver un terrain d'entente et oublier les problèmes de leadership au sein de cette opposition et pouvoir avoir un résultat au premier tour? Alors, vous savez, notre opposition, je vois aujourd'hui les gens sortir des concepts qui me font sourire parce que on part du principe que désormais on a les deux tours, donc il faut les mettre en valeur. Et quand vous faites une analyse, je vais commencer par 2003, où Eyadema, c'était une élection à un seul tour, mais il a eu au-delà des 50% dès le premier tour. Et en 2005, Faure Gnassingbé a eu au-delà des 50% dès le premier tour. En 2010 également, en 2015 également. Ce qui veut dire que le système est mis en place pour en arriver là. Et quand vous prenez, je le dis, il y a deux éléments importants dans un processus électoral pour éviter soit une crise post-électorale ou bien pour y arriver. C'est d'abord la Cour constitutionnelle dont nous avons parlé tout à l'heure, mais également la CENI. Qu'est-ce que la CENI fait pour préparer le scrutin? Quand vous tenez en compte ces deux paramètres, vous avez une idée de là où vous allez. Et quand moi je vois ces deux paramètres, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'un résultat similaire à ce qu'on avait eu en 2005. Donc ça n'a même rien à voir avec à ce que l'opposition aille en rang dispersé ou autre, mais tout est mis en place pour avoir les mêmes résultats. Alors vous parlez de la part du parti au pouvoir.
Oui, non, justement, c'est le parti au pouvoir a su servir. C'est de la stratégie du parti au pouvoir, du régime. Ce n'est pas de la stratégie que devrait en réalité, oui. Il ne faut pas créer ou bien définir une stratégie de l'opposition en ignorant la stratégie que le parti au pouvoir a en place. Oui, mais l'opposition a son mot à dire. Non, l'opposition a son mot à dire et moi je vais être flash. Aujourd'hui, tout ce que chacun espère à la fin de ce processus, c'est que on trouve une dynamique de l'opposition durant les 2 dernières semaines et à la fin, au premier tour, on dit que Faure Gnassingbé est élu et les gens vont rentrer dans la contestation. C'est ça le scénario. Et aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas participationnistes, mais qui veulent que le peuple fasse chose. En fait, tout le monde attend jusque cette Cour constitutionnelle puisse confirmer que Faure Gnassingbé est élu au premier tour pour pouvoir trouver de quoi rentrer dans le jeu et nous amener vers cette perpétuelle contestation. Non seulement cette perpétuelle contestation, mais les gens veulent trouver un créneau favorable à une contestation. Voilà, justement. Et c'est ça. Donc, ça c'est le premier. Le second, c'est que, quoi qu'il arrive, si par miracle, la Cour constitutionnelle nous dit non, Faure Gnassingbé ira au second tour, alors les gens également vont dire, ok, nous avons pris l'engagement au second tour de soutenir celui qui est le mieux avancé au sein de l'opposition. On va le faire, sauf que ça sera de la dynamique, on gagne ou on gagne. Ça veut dire qu'à ce deuxième tour, même si Faure Gnassingbé est contre quelqu'un de l'opposition et que la Cour constitutionnelle le déclare élu, on va également vers une crise post-électorale parce que les gens sont convaincus qu'aujourd'hui, ils recherchent l'alternance et que Faure Gnassingbé ne peut plus être l'homme de l'alternance. C'est un débat, bien sûr, qui sera fait, mais c'est comme cela que moi j'analyse aujourd'hui le jeu politique togolais. Donc la stratégie de l'opposition, en réalité, aujourd'hui, c'est d'accompagner Faure Gnassingbé jusqu'au scrutin pour le contester à la suite de sa réélection. Voilà. Donc c'est un peu ça la stratégie, quels que soient les différents courants qui existent aujourd'hui. Attendons-nous à une contestation des résultats, à une crise qui peut nous amener peut-être à un accord ou un dialogue ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on veut rattraper aujourd'hui, selon mes analyses, après avoir raté le coach de septembre 2017 et 2018. Donc c'est la logique aujourd'hui stratégique qu'on peut avoir au niveau de l'opposition. Et ça, aucun de l'opposition ne le dira. Chacun dira que je suis convaincu de gagner, mais c'est vers ça qu'on tend. Parce qu'aujourd'hui, mon frère vient de parler de cette nécessité de candidature et de concertation des forces. Moi, j'ai proposé à certains de l'opposition, je leur dis, ok, aujourd'hui, au lieu que Fabre écrive à Faure Gnassingbé pour lui demander de réformer la CENI, plutôt que Fabre se réunisse avec les 2 partis de l'ancienne C14 qui se retrouvent à la CENI. À l'époque, c'était Adi et le CAR, pour leur dire, ok, vous êtes là-bas, mais nous, ce qu'on va faire sur le terrain, vous partagez avec nous les CELI. Et également, nous mutualisons les bureaux de vote. Parce qu'il y a des localités où, je vous assure que l'opposition ne peut pas prendre toutes les places qui sont réservées pour elle dans les bureaux de vote si elle ne mutualise pas ses forces. Donc, vous êtes dedans. Après, vous créez une cagnotte pour envoyer des délégués de bureaux de vote sur le terrain. Vous piochez dans les militants des différents partis et vous créez parallèlement à la CENI un centre de centralisation des résultats. Donc, ça veut dire qu'au même moment où vous avez des gens à la CENI qui sont en plein dans le processus, vous vous assurez d'avoir un centre opérationnel qui puisse compiler, non pas pour un candidat, mais pour tous les candidats se réclamant de l'opposition, vos procès-verbaux et autres. Et c'est sur cette base que vous ferez le combat avec la Cour constitutionnelle au moment opportun. Donc les stratégies, elles sont là, mais je reste convaincu que les gens ont tellement gardé de mauvaises expériences de la coalition des 14 que depuis les élections locales, tout part en vrille. Chacun est convaincu de pouvoir faire quelque chose par lui-même et techniquement, on ne peut rien espérer. Maintenant, quitte à ce que
l'opposition fasse ces choses sans en parler, ça c'est une autre chose. Donc là, on peut espérer qu'on aura de la matière après ce scrutin. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui se joue en réalité, c'est le fait que cette alternance recherchée à la Cour constitutionnelle, pour ne plus avoir les têtes comme celle du juge Assouma et autres, c'est cette même alternance qui est recherchée aujourd'hui au sommet de l'État, malgré l'engagement du parti au pouvoir de faire venir et de faire maintenir son champion en course. C'est ça qui est recherché. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons espérer au lendemain de ce scrutin? Avec toutes les tensions actuelles, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure ou autre, mais ce que je veux juste dire, c'est que il est clair que ce que fera la CENI ou ce que fera la Cour constitutionnelle en dernier sera contredit par l'opposition, parce qu'aujourd'hui, le message, c'est que tout le monde pense que avec deux dynamiques principales qui sont là aujourd'hui. Vous savez, l'ANC, qu'on veuille ou pas, qu'on conteste les résultats donnés par la Cour dans le passé, l'ANC reste quand même la tête de pont aujourd'hui de l'opposition. La dynamique Poduro, elle travaille, et aujourd'hui son avantage, c'est que, vous savez, même si l'ANC n'est pas rejoint ou soutenu par les petits partis, comme on le dit, entre guillemets, le fait que ces petits partis aillent soutenir la dynamique Poduro, ça veut dire deux choses essentielles. Alors, il n'y a pas beaucoup de petits partis qui soutiennent la candidature de prenons simplement l'ancienne C14. Oui. En dehors de ceux qui se sont positionnés pour être candidats, je prends le PSR, je prends Adi. Oui. En dehors du CAR qui a suspendu sa participation, tous les autres, les FDR également disent neutre, qui ne donne pas de consigne de vote. Il n'y a que le Togo autrement Non, pas le Togo autrement. Il y a la CDP, comment il s'appelle? Il y a la CDPA qui est là. Il y a le NI qui a rallié. Il y a, je pense. Il y a tout dernièrement le bac de Thomas Sopoué. Bref, il y a quand même. Ça veut dire aussi que, qu'on veuille ou pas, Fabre a une base, mais c'est comme si ses pairs ne se retrouvent pas forcément en son leadership. Et au même moment, Agbeome, aujourd'hui, vous savez, ce qui est sa force est à la fois sa faiblesse. Son expérience. Son passé sulfureux avec le régime reste sa force et sa faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, tous les autres sont convaincus qu'on a eu l'alternance au Burkina avec quelqu'un qui était du régime. On a eu l'alternance au Sénégal avec quelqu'un qui a fait le système. Donc les gens se disent quand même que d'une façon ou d'une autre, on peut proposer autre chose que ce qu'on avait de façon classique pour être un premier pas dans l'alternance. Donc c'est la mentalité actuelle de plusieurs acteurs. Et vous verrez même aujourd'hui, de par le passé, quand on parle d'élection, vous sentez une dynamique de la diaspora qui est derrière l'ANC. Mais vous conviendrez avec moi que les dynamiques de la diaspora, cette fois-ci... Ça s'est effrité. Ça s'est effrité. Et soit elle se retrouve derrière Agbeome, soit elle est abstentionniste, parce que majoritairement favorable à la dynamique du PNP. Alors, voilà. Au-delà de tout ceci, j'ai l'impression qu'on a oublié les grands absents à cette élection de février prochain. Je veux parler de l'Union des forces de changement, le candidat, le chef de file de l'opposition. Il y a également le CAR d'ailleurs qui a annoncé qu'ils vont retirer leurs membres à la CENI. Et donc, ces grands absents ont également un rôle à jouer en termes de... on parlera d'alliance. On peut pouvoir jouer un rôle dans cette union qui pourrait être créée au sein de l'opposition. Parler encore à 3 semaines des élections, parler encore de l'union de l'opposition avec les acteurs politiques que nous avons aujourd'hui. Et moi, franchement, je doute. C'est désespéré. Ce que vous appelez les grands absents, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent? Par le passé, oui, nous avons vu ce que le CAR a fait en 1994. Nous avons vu les actions de l'UFC par le passé. Mais aujourd'hui, quand nous prenons l'UFC aujourd'hui, qu'est-ce que l'UFC représente en termes d'électorat? Qu'est-ce que le CAR représente en termes d'électorat? On a vu l'expérience avec les dernières, avec
les élections locales, dernière, on a vu le résultat de chacun. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'ANC est le seul parti politique de l'opposition qui a une base solide, qui est capable de pouvoir réaliser un score louable pour cette présidentielle. Et en dehors je crois, en dehors de l'ANC, les autres partis politiques aujourd'hui qui tournent autour de la candidature d'Agbeome, je pense que ne représentent que leur propre ombre. Et donc l'occasion pour Jean-Pierre Fabre de pouvoir se rapprocher. Voilà, c'est ce que nous avons toujours reproché. Bon, ce parti a manqué de leadership, de rassemblement vis-à-vis des autres petits partis politiques que nous sommes. Donc, avec cette situation, je vois mal comment est-ce que ces partis politiques encore vont se retrouver avec Jean-Pierre Fabre ou avec Agbeome pour pouvoir sceller une alliance pour le 22. Donc, la situation, elle est là. Nous disons que ceux qui sont allés à ces élections, ils sont allés pour légitimer l'élection bien accompagner l'élection du président Foro au soir du 22. Et nous avons depuis appelé déjà à cette classe politique de l'opposition traditionnelle à la démission, surtout après les élections du 20 décembre, les législatives du 20 décembre, et puis les locales. On a dit donc, cette classe politique qui a tout donné, qui a promis ciel et terre, n'a pas pu réaliser la tendance pour le Togolais. Il faudrait quand même changer de stratégie. Parce que lorsque vous êtes médecin, vous avez un patient à qui vous prescrivez des médicaments, mais si les médicaments ne marchent pas, on ne peut pas changer le malade, on change de médicaments. Depuis les années 90, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes stratégies, rien ne change, on ne veut pas changer de méthode. Alors autant mieux céder le plancher, réaliser en son sein d'abord l'alternance pour laisser monter une classe jeune qui est très dynamique au sein de ces différents partis politiques de l'opposition, nous les connaissons. Mais bon, on reste là encore, on se fait le candidat naturel et toujours c'est les mêmes résultats que nous obtenons. C'est pourquoi au PPI, nous avons dit tant qu'un parti politique de l'opposition ne présente pas un programme clair, tangible comme ça, comme nous le faisons, nous n'allons pas porter un soutien à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas encore donné d'alliance? On n'a pas encore d'alliance parce que... vous avez des consignes de vote au moins à donner? Pas de consignes de vote parce que quand nous regardons, nous scrutons un peu les candidats, surtout de l'opposition, parce que c'est ça qui nous intéresse, on ne voit pas de parti politique comme ça porter un projet de société que nous avons connu par le passé et qui peut nous faire identifier que ce projet-là est porté par tel parti. Non. Récemment, nous avons vu Agbeome revenir sur les questions de nationalité et autres, mais ça, c'est une répétition. Nous avons, c'est depuis 2017, le 22 juillet 2017, au lancement officiel de nos activités. C'était le premier point même de notre point de programme, la dignité des Togolais. Et nous avons dit qu'on ne peut pas être né d'un père et d'une mère togolaise et avoir 18 ans et demander pardon au gouvernement pour être Togolais chez soi. Ce n'est pas possible. Sur cette question de nationalité, on a dit non. C'est une pièce qui a déjà apporté des frustrations aux Togolais. Ça a mis beaucoup de jeunes sur les carreaux. Certains ont abandonné les études à cause de cette pièce. Mais comment est-ce que le Togo, qui a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît le droit à une naissance, à une nationalité, et on fait souffrir les citoyens avec toute la lourdeur administrative, les tracasseries qu'il faut avant d'aboutir, avant de pouvoir obtenir cette pièce? Nous avons demandé purement simplement son abolition, bien son retrait. Ou soit, si on juge qu'elle est importante, alors qu'on puisse la délivrer au même moment qu'on délivre l'acte de naissance. Je pense que depuis le 22 juillet, quand nous avons lancé cette initiative-là, il y a le parti des Togolais qui a relayé avec le mouvement Martel Etenki, et tout récemment, Agbeome revient encore sur ça comme projet de société. Et nous nous sommes demandé, quelqu'un qui a eu les manettes du pays, quelqu'un qui a été directeur de société, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, il n'a pas pu réaliser que les Togolais souffraient d'un problème si léger que ça. C'est aujourd'hui qu'il est candidat, qu'il se rend compte. Et peut-être qu'il pense avec la présidence qu'il pourrait avoir les mains un peu plus libres pour pouvoir le faire. Non, bon, lorsqu'on était au pouvoir, Agbeome avait tous les pouvoirs de ce pays. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Ce n'est pas parce qu'on est candidat aujourd'hui qu'on doit revenir sur des trucs comme ça. Nous n'appelons pas ça une politique. Je pense que nous, les partis politiques d'opposition, doivent être un peu plus sérieux. Surtout au Togo, on doit être plus sérieux, travailler dur, avoir un programme solide qu'on doit présenter aux populations. Nous, quand nous avons lancé ça, le gouvernement a entendu. Je crois que
ces derniers mois, on a multiplié les audiences foraines. C'est dans cette stratégie-là. Et lorsque vous voyez le transfert monétaire lancé en mars dernier par le gouvernement, vous pensez que c'est gratuit? C'est parce que nous, au niveau du PPI, nous avons dit que les allocations familiales accordées aujourd'hui ne doivent pas être liées au salaire du fonctionnaire, mais aux conditions de chaque famille. Comment est-ce qu'on peut comprendre dans un pays que c'est à ceux qui travaillent, c'est à eux qu'on donne encore de l'argent pour nourrir leur famille? Nulle part au monde. C'est pourquoi nous avons demandé que ces allocations familiales soient liées aux conditions de chaque famille pour que, au Togo, les familles démunies puissent bénéficier de cela. Et nous avons proposé 4 000 francs par mois par ménage démuni. Mais en mars dernier, c'est le programme-là que le gouvernement a pris avec les transferts monétaires. C'est ça un parti politique. Il faut être une force de proposition que d'être là seulement pour dire l'alternance. On ne propose rien comme alternative au peuple. Alors, à vous entendre, et même sur les réseaux sociaux, on a l'impression que seul Agbeomi Kodjo s'est exprimé sur un projet de société ou sur des ambitions d'arriver au pouvoir. Et on a l'impression également que Jean-Pierre Fabre, peut-être parce qu'il a vidé son sac, qu'aujourd'hui, on ne sent pas quand même qu'il a des ambitions à arriver au pouvoir pour pouvoir changer les choses. Et on est plus dans la revendication, la contestation, l'introduction des recours ici et là. Oui, en réalité, quand vous suivez la scène politique togolaise, il y a 2 arguments de campagne. D'un côté, vous avez une opposition qui dit l'alternance, c'est ça, 55 ans, oui, 50 ans, ça suffit. Et de l'autre côté, vous avez un pouvoir qui dit attention à l'insécurité si nous partons. C'est ça. Vous savez, c'est ça le programme de société, malheureusement, qu'on nous produit. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir dans quelques heures le mandat social. Mais son aspect social, je pense que personne ne l'a vu. C'est comme si finalement, les gens préparent des documents qu'on appelle des projets de société. Pour la forme, c'est juste qu'on dit quand tu vas à une élection, il faut avoir un projet de société. Donc, on essaie de faire sur la tradition un ramassis de copier-coller. On met ça ici. On dit bon, voici mon programme de société. Quand tu demandes, on dit non, on a ça. Voilà, voici le programme de société. Et après, le discours officiel, c'est surtout un discours qui tourne autour de si je pars, vous serez comme au Burkina. Oui. C'est ça aujourd'hui le refrain du parti au pouvoir. C'est ça le refrain du parti au pouvoir et c'est dangereux. Et de l'autre côté, vous avez une opposition qui dit trop c'est trop, il faut dégager tout cela. Donc, quand vous avez ce genre de choses, vous comprenez qu'il y a problème quelque part, un problème de communication. Vous savez, avant que... Moi, je vais donner l'exemple des 2 papes qui sont actuellement présents. Lors de l'élection de Benoît XVI, son concurrent sérieux, c'était le pape actuel. Et quand Benoît XVI voulait rendre le tablier, il était inquiet parce qu'il se disait, dès que je rends le tablier, c'est ce monsieur qui va prendre ma place. Donc, il hésitait toujours. Et qu'est-ce que Benoît XVI a fini par faire? C'est appeler ce dernier, discuter avec lui exprimer sa vision de l'Église, écouter sa vision de l'Église et lui dire, je vais bientôt démissionner et je voudrais que tu sois le prochain. Vous comprenez? C'est une façon de dire que on est aujourd'hui au Togo dans une approche où chacun veut quelque chose. Il y en a qui veulent sauvegarder des intérêts. Il faut créer les canaux pour qu'on puisse discuter de ces intérêts. Vous avez vu en RDC, on est arrivé à cette transition à un moment où beaucoup ne s'y attendaient pas. Et celui qui a été pris en fin de compte a pris de court tout le monde. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu des discussions quelque part à cet effet. Et je pense que c'est ce cap qu'on doit franchir au Togo. Et si peut-être aujourd'hui Agbeome est au centre de la polémique, c'est parce qu'on se dit que c'est sûrement l'intrus qui connaissait la maison et qui peut-être est en train de faire des discussions. Il est évident, vous verrez que depuis un certain moment, depuis cette affaire des incendies, Agbeome a pris une certaine distance de l'opposition revendicatrice pour être dans cette approche de l'opposition constructrice. C'est ce que Agbeome a posé comme pas. Et peut-être que c'était une projection, c'était une certaine façon de voir les choses. Et je pense que c'est
peut-être ce qui suscite aujourd'hui l'espoir et cristallise tout autour de la question d'Agbeome, tantôt sur son projet de société, tantôt sur sa personne. Ce pas lui a valu le titre de traître. Oui, vous savez, tout comme... Il faisait partie du collectif Second le Togo en 2015. Oui, mais ce qui est intéressant au Togo, c'est que quand vous pensez de la même façon, vous n'êtes pas un traître, oui. Mais quand vous critiquez la façon de penser, vous devenez systématiquement un traître. Oui. Et je pense que les Togolais se sont suffisamment habitués à ces approches pour aujourd'hui ne plus en faire autre chose. Parce que moi, il y a deux éléments pertinents que je retiens. Quand vous voyez aujourd'hui le fichier électoral que nous avons, vous comprendrez que les Togolais ont pris des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires sont où? C'est-à-dire, malgré le fait que les leaders de l'opposition aient sensibilisé les gens de ne pas aller chercher leurs cartes, ils ont pris leurs cartes, ils les ont gardées pour le moment opportun. Malgré tout ce que les uns et les autres ont dit, on est allé récemment au local avec une certaine opinion publique qui n'était pas favorable au local en rang dispersé. Voilà. Aujourd'hui, on va au présidentiel en créant un semblant d'alliance, mais en étant toujours dispersé. Peut-être que ça aura l'écho au niveau de l'opinion, peut-être que ça ne l'aura pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie aujourd'hui, c'est de démontrer que Faure Gnassingbé a fait 2 mandats, 3 mandats et est dans le 4e de trop. Il faut à un moment donné que l'opinion puisse s'insurger. Et la meilleure façon, parce que quand les gens font août 2017, on leur a dit, mais la personne est en plein exercice de son mandat, vous sortez d'où pour réclamer son départ? Ce n'est pas la suite d'une élection, ce n'est pas la suite. Donc, aujourd'hui, les gens attendent les élections pour sortir, pour qu'on puisse discuter justement de cette affaire d'alternance au niveau des élections. C'est ça la réalité. Alors, M. Yao, vous avez un mot à dire avant l'émission? Non, bon, je crois que nous, au niveau du Parti du Peuple et d'Intégrité, nous souhaitons pour le Togo des élections apaisées. Oui. Qu'au soir du 22 février, que le vainqueur appelle, que le vaincu plutôt appelle le vainqueur pour le féliciter. C'est tout ce que l'on peut souhaiter au Togo du bien. Le Togo n'a plus besoin encore de vivre des violences post-électorales en ce moment précis où la question sécuritaire est une question très sérieuse au niveau des pays de la CEDEAO. Donc, nous demandons que tous les partis politiques de l'opposition puissent raviser leur stratégie. C'est pourquoi nous, à notre lancement officiel au 22 juillet 2017, nous avons dit que l'opposition togolaise est trop habituée à jouer sur le terrain politique du pouvoir. Il faut que l'opposition togolaise crée lui-même son propre terrain et amener le gouvernement à y jouer. Que nous puissions changer de stratégie et que désormais nous puissions avoir un nouveau langage. Parce qu'on ne peut pas être dans la posture d'un concurrent de pouvoir et avoir un langage qui exclut ou bien avoir un langage qui ne rassure pas pour le moment celui qui tient les manettes du pouvoir. L'opposition doit changer de stratégie, l'opposition doit changer de terrain politique, l'opposition doit changer de langage. C'est ce que nous avons comme axe au PPI. Alors merci Abel Yao Badabassé. Je précise que vous êtes le coordonnateur national du parti. C'est Badassé, monsieur. Ah, Badassé, voilà, oui. Attention à ne pas écorcher les mots. Également Mohamed Diabakate, voilà, Diabakate, là, vous êtes notre politologue. Merci pour vos analyses dans cette émission. Merci. Et je pense qu'en dernier mot, je dirais juste que le Togolais est croyant. Le Togolais s'est beaucoup remis à Dieu. Et peut-être que ça jouera en faveur de quelqu'un. Oui. S'il est présenté comme le candidat et le choix de Dieu. Alors, merci à vous. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de le programme sur Union d'Info. Merci.